Sioniste ou antisioniste? La question se pose. Beaucoup d'entre vous vont me dire on n'en a rien à foutre, sioniste ou antisioniste, nous ne sommes ni israéliens ni palestiniens et ça n'est pas notre problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est que certains juifs sont sionistes, d'autres sont antisionistes, certains goïs sont sionistes, d'autres sont antisionistes, et donc c'est un sujet clivant. Je ne vais pas refaire la vidéo 58 qui a été la première de mes vidéos censurées. Il y en a eu très peu de vidéos censurées parce que finalement je crois qu'on est à la 119, hein, 119. Sur 119 vidéos, il y en a eu 5 ou 6 censurées. 6 censurés, c'est relativement peu, ça fait jamais plaisir, naturellement. Je remercie Pierre Gillet, dit Pierrot le Fou, qui relaye sur Facebook, hein, le Facebook Pierre Gillet, les vidéos qui sont commandant Robedin qui sont censurées. Et il a également créé un site Facebook résistance à l'immigration, résistance immigration, qui permet de retrouver ces vidéos censurées. On vous le retrouvez aussi sur BitChute ou sur d'autres plateforme. Donc je ne vais pas refaire la vidéo 58, Shoah 2, où j'expliquais qu'Israël allait potentiellement vers une destruction. Mais j'aborde la question sioniste, antisioniste. Faut-il se positionner comme sioniste ou antisioniste lorsque l'on est un identitaire européen, lorsque l'on est un patriote, lorsque l'on est un arien, tout simplement. Voilà, c'est le sujet de la vidéo, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut expliquer que lors de la création de l'État d'Israël, il y a eu 3 types de juifs qui ont fait l'alia, c'est-à-dire ce qu'on appelle la montée vers l'Israël, qui sont allés en Israël. On a des juifs religieux, hein, mais au départ ils étaient très peu nombreux, aujourd'hui c'est une communauté qui prend de l'importance. Vous avez des juifs qui étaient communistes, hein, qui ont fondé les kibbutz, les kibbutzim, et puis vous avez des juifs qui étaient, on va dire, capitalistes, colons classiques, qui ont racheté des terres aux Palestiniens dans ce qu'on appelle la Palestine mandataire, puisque lors du démantèlement de l'Empire ottoman en 1919, les puissances qui ont vaincu l'Empire ottoman, notamment la France et l'Angleterre, ont découpé le Moyen-Orient en plusieurs États, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, mais également l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Tout cela a été une colonie ottomane. Donc ces pays ont été, donc il y a eu un découpage. Ce sont les accords Sykes-Picot, hein, du nom des 2 diplomates anglais et français qui ont négocié ce découpage de la région. Et donc dans cette Palestine mandataire sont arrivés un certain nombre de juifs qui ont acheté des terres et qui faisaient travailler des Palestiniens sur ces terres, contrairement aux kibbutzim, aux habitants des kibbutz communistes qui, eux, ne faisaient pas appel à la main-d'œuvre palestinienne et travaillaient eux-mêmes leurs terres. Donc 3 types, effectivement 3 profils, on va dire, de juifs très différents à émigrer dans cette Palestine mandataire, qui va devenir en 1948, après la déclaration unilatérale de David Ben Gourion, premier président de l'État israélien, l'indépendance de l'Israël et la création de l'État d'Israël. Un jour avant la fin du mandat britannique sur la Palestine, ce qui a empêché, entre guillemets, les Palestiniens de déclarer la création de leur propre État, puisque à l'origine, il était prévu que 2 États soient créés, et c'est l'éternel problème de la question des 2 États. Faut-il un État? Faut-il 2 États? Donc voilà un petit peu pour le rappel historique. Alors, ce que l'on constate aussi dans un pays comme la France, c'est qu'il y a pas mal de faux sionistes qui interviennent, notamment sur les plateaux de télé. Je pense à des personnes comme Bernard-Henri Lévy ou comme Arnaud Karsfeld ou d'autres personnalités qui se prononcent pour la défense absolument d'Israël, mais sans y mettre les pieds. Alors Arnaud Karsfeld, je crois qu'il a fait son service militaire à Tzahal dans l'armée israélienne, mais un type comme Bernard-Henri Lévy, qui est un juif d'Algérie, qui encense absolument l'Israël, mais sans s'y déplacer, parce que s'il allait en Israël, déjà, 1, c'est pas un religieux, 2, je suis pas sûr qu'il parle hébreu, et 3, il ferait pas autant le malin sur les plateaux de télé qu'en France, où il est reçu avec le tapis rouge. Hein. Donc voilà. Donc on a effectivement des faux sionistes, parce qu'ils sont sionistes, mais sans faire leur alia et sans aller en Israël. On a également des personnalités qui sont accusées d'être des sionistes, simplement parce qu'ils sont juifs, comme par exemple Elisabeth Lévy ou Goldanel, ou par exemple, naturellement, Éric Zemmour.
Alors, ce sont des personnalités qui ont certainement de la sympathie, de l'empathie et de la sympathie pour l'État d'Israël et pour les Juifs d'Israël, mais sans pour autant tenir de discours sionistes. Hein. Moi, je les ai pas entendus tenir des discours ouvertement pro-sionistes, c'est-à-dire l'État d'Israël a toujours raison, etc. Non, ce sont des personnes qui sont amoureuses certainement de la France, de la culture occidentale et de la culture française, et qui la défendent, et qui défendent les intérêts des Juifs de France en France, et ils sont pas spécialement sionistes. En tout cas, alors après on peut faire des procès d'intention, on peut dire ils ne se déclarent pas comme étant sionistes, mais ils manœuvrent dans l'ombre pour amener les gens à penser qu'il faudrait que les Français soient sionistes. Là aussi un détail important, un détail qui n'en est pas un, c'est que les Israéliens se contrefichent que l'opinion publique française ou que l'opinion publique allemande ou que l'opinion publique américaine soit sioniste ou pas sioniste. Hein. Eux, ils font leur petit bonhomme de chemin, et ils nous attendent pas pour défendre leur idée sioniste. Parmi les sionistes non juifs, on a également deux grandes catégories. On a les évangéliques américains, qui sont très favorables à ce que l'ensemble des Juifs émigrent en Israël, fassent leur allié en Israël, parce qu'ils ont une vision biblique, et pour eux, le jour où tous les Juifs sont en Israël, eh bien, ce sera l'Armageddon, ce sera la lutte finale du bien contre le mal, ce sera en quelque sorte la fin du monde, et le retour de Jésus, le retour du Messie, ou l'arrivée du Messie pour les Juifs. Donc ils sont, voilà, on a des sionistes évangéliques, et puis on a des sionistes, des pro-sionistes également, on va dire nationalistes, parfois même nationaux-socialistes, parfois même nazis, qui sont très favorables à ce que l'Europe soit Judenfrei et que l'Amérique soit Judenfrei, libre de juifs, et à ce que tous les juifs finalement se regroupent dans leur État. Et ils peuvent être aussi pro-sionistes, ça peut être aussi une façon pour certains nationalistes de dire, voyez, je ne suis pas nazi puisque je défends l'État d'Israël, je défends les juifs. Donc ça peut être aussi une manœuvre. C'est une manœuvre politique qu'on a pu attribuer aussi à Donald Trump, en disant ce que on va dire, sa politique très très pro-sioniste et très très pro-israélienne, c'était une façon de pouvoir défendre les Blancs en Amérique sans être accusé de nazisme. Donc ça peut être une tactique politicienne un peu vicieuse, mais c'est l'accusation qu'on a pu porter. On n'est pas, moi je fais pas de procès d'intention, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens, je ne sais pas quelle est leur stratégie. J'essaie simplement d'être objectif, et je pense que je suis objectif et que dans mes analyses, je ne me trompe pas beaucoup. Je ne me suis pas trompé sur la guerre qu'on annonçait entre Israël et l'Iran ou entre l'Amérique et l'Iran. Je ne me suis pas trompé sur les conséquences non plus du coronavirus, conséquences négatives économiques, mais également le fait que le virus n'était pas si méchant que ça. Je ne me trompe pas beaucoup. Même jusqu'à présent, je ne me suis pas beaucoup trompé. Je ne me suis même pas trompé du tout. Pour revenir à Israël, on a aujourd'hui deux types d'enjeux. On a un enjeu démographique et un enjeu géographique. L'enjeu géographique, c'est que le territoire d'Israël, si on enlève le désert du Negev, c'est grand comme l'Alsace, c'est grand comme la Corse, c'est grand comme 2 départements français. C'est assez petit pour une population qui tourne autour de 8-9 millions d'habitants, dont 20 millions d'Israéliens palestiniens. Donc il y a un enjeu de territoire, parce que c'est un tout petit territoire. En 1967, ils ont conquis le Golan, mais je rappelle que il y avait une guerre à la fois contre l'Égypte et contre la Syrie. Et ils ont conquis le Golan, qu'ils ne rendront pas, parce que le Golan c'est un plateau qui domine d'un côté soit la Syrie, soit Israël, et c'est une position militaire tout à fait stratégique. Donc c'est clair qu'ils ne le rendront pas, et ils ne rendront pas naturellement les divers territoires qu'ils ont conquis au cours des différentes guerres. Donc il y a un enjeu démographique, il y a un enjeu géographique, donc le but c'est d'accroître un petit peu la profondeur stratégique de l'État d'Israël. Il faut savoir qu'entre la Cisjordanie et la mer, dans la partie la plus étroite, il n'y a que 15 km. 15 km, c'est quand même une bande de terre très très étroite. Pour la défendre militairement parlant, c'est compliqué. Donc il y a un enjeu géographique, il y a un enjeu aussi démographique. Aujourd'hui, l'Israël est un pays qui, notamment sur la population juive, est très dynamique sur le plan démographique. Les Juifs font beaucoup d'enfants, ce qui leur permet de grignoter le territoire, notamment de la Cisjordanie. Alors ils ont évacué la bande de Gaza. Donc là, c'est une zone qui va rester
qui va rester une zone sans juifs. Hein, voilà. Il y avait je crois 30 à 40 000 juifs dans la bande de Gaza qui ont été évacués, mais depuis maintenant presque une vingtaine d'années, depuis les années 2003-2004, l'Israël grignote par l'implantation de colonies la Cisjordanie qui sera conquise en totalité. Alors la question de la légitimité de ce grignotage et de cette colonisation, elle n'est pas biblique, hein. Moi je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais même si beaucoup de juifs la mettent en avant, c'est évident, mais elle est beaucoup plus pragmatique, elle est de toute façon clairement militaire. Les Juifs ont remporté, et les Israéliens ont remporté une dizaine de guerres sur les populations arabes, sur les pays arabes qui l'entourent et sur les Palestiniens depuis 1948. Déjà en 1948, il y a eu une première guerre dès la déclaration d'indépendance par David Ben Gourion. Les Palestiniens et les Arabes ont perdu cette guerre. 6 États arabes, je rappelle, ont attaqué Israël à l'époque, qui n'étaient pas encore constitués, qui étaient en voie de constitution. Et puis ensuite, ils ont perdu la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre de 73, en fait, toutes les guerres, une dizaine de guerres depuis maintenant 50 ans ou 60 ans. Donc il est évident qu'ils ne rendront pas les territoires, pas plus que les Américains vont rendre le Texas aux Comanches. Les Comanches, tout ce qu'ils ont gagné, c'est quelques enclaves et quelques réserves. Mais finalement, la bande de Gaza, et puis il va rester quoi, la cuvette de Ramallah, d'aucuns diront la cuvette des chiottes, mais c'est le principe même d'une colonisation et d'une guerre gagnée par les uns et perdue par les autres, de la même manière que vous avez en Europe une ville comme Königsberg, qui a été fondée par les Allemands au Moyen-Âge et qui a été conquise par les soviétiques en 1944. Aujourd'hui, Königsberg s'appelle Kaliningrad. Une ville 100% allemande est devenue une ville 100% russe. Et les Russes ne rendront jamais Königsberg aux Allemands, qui demeurera pour très longtemps, à mon avis, la ville de Kaliningrad. Voilà, parce que ça fait partie de l'histoire militaire, de la même manière que les Russes ne rendront pas les îles Kouril ou l'île Sakhaline au Japon. En 1991, lors de l'écroulement et de la faillite de l'Union soviétique, les Japonais ont tenté de racheter Sakhaline et les Kouril aux Russes en leur disant, écoutez, on vous rachète, vous avez des centaines de milliards de dollars de dettes, on annule votre dette et on vous aide financièrement parlant. Les Russes ont refusé parce que ces questions territoriales sont des questions d'identité très profonde et de fierté nationale, et quel que soit le prix financier, finalement ces conquêtes n'ont pas de prix, elles sont très symboliques. C'est particulièrement vrai aussi des territoires de Cisjordanie, dont certaines, comme Hébron, abritent les tombeaux des patriarches juifs. Donc il est évident que le peuple israélien, le peuple juif ne renoncera pas à ces territoires, et encore une fois, de manière très pragmatique, étant donné qu'ils ont gagné toutes les guerres, ils vont imposer leur vue. Alors ils essaient de le faire de façon, on va dire, démocratique, en discutant, les accords d'Oslo, on tourne autour du pot, mais dans la pratique, étant donné qu'ils ils sont militairement dominants, ça pourrait évoluer. L'avenir n'est pas écrit, les choses sont pas si simples. Aujourd'hui, les Américains représentent une aide financière et une aide militaire technologique très très importante à l'État d'Israël. Si Israël est aujourd'hui la Startup Nation, c'est largement pour des raisons de budget militaire, hein, c'est largement dans le domaine de la défense. C'est des choses qui pourraient évoluer, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. L'avenir sur très long terme, il est pas clair. Mais à court terme, il est évident que nous sommes dans le plan de paix de Trump, le deal du siècle, etc. C'est du pipeau. On est dans une conquête de toute façon de ces territoires de la Cisjordanie, parce qu'il y a un intérêt, encore une fois, tout à fait stratégique à accroître le territoire de l'Israël. Et en plus, c'est une question identitaire fondamentale. Donc il ne faut pas trop se faire d'illusions par rapport à ça. Et moi, en tant qu'identitaire européen, bon, je comprends le désarroi qui est celui des Palestiniens, qui peut être celui des Palestiniens, même si un certain nombre de Palestiniens, il faut aussi voir cette réalité, pragmatiques, préféreraient, s'ils ne le sont pas encore, vivre dans un Israël qui est quand même un pays où il y a une certaine liberté d'expression, une certaine liberté d'action, ce qui n'est absolument pas le cas dans les zones contrôlées par le Hamas ou par le Fatah, dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, ce qui n'est pas le cas non plus en Syrie, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays arabes qui sont toutes plus ou moins des dictatures plus ou moins sévères.
l'Israël est un pays qui est quand même, voilà, il y a quand même une certaine liberté de circulation, une certaine liberté d'expression pour ses citoyens. Donc je pense qu'un certain nombre de Palestiniens, de manière assez pragmatique, se disent après tout, bon bah on peut aussi, tout en étant musulman ou chrétien, avoir la nationalité israélienne et pouvoir vivre ou survivre dans cet État, même si c'est pas forcément leur rêve et c'est pas forcément leur idéal, mais c'est peut-être moins pire que d'être sous le joug du Hamas ou du Hezbollah libanais. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet. Évitons dans les commentaires, évitez les déclarations de haine et les appels à la haine, parce que ça sert à rien. Nous sommes là pour analyser le monde dans lequel nous vivons, pour essayer de vivre en bonne intelligence et en bonne harmonie les uns avec les autres, ce qui n'empêche pas que les uns et les autres défendent leur identité, naturellement, et moi je défends la liberté d'expression sans limite, donc je ne vous interdis pas et je ne censure pas les commentaires dans mes vidéos, quitte à ce que mes vidéos soient elles-mêmes censurées à cause des commentaires. Bon, c'est un peu un cercle vicieux. Donc essayez vous-même d'être objectif et tout en exprimant des idées, mais faites-le avec un minimum de tact et un minimum d'élégance, parce que je sais que c'est un sujet très très polémique. Voilà, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.